Bonjour ou bonsoir, chers auditeurs et spectateurs, bienvenue à tous sur la chaîne de Vérité à venir. Oui, j'ai décidé de reprendre l'appellation première, puisqu'il y avait un jeu de mots derrière. La vérité est à venir, c'est un long parcours où chacun on doit essayer de remplir notre récipient de contenu, d'intelligence, de connaissances, d'expérience également, et de savoir partager avec les autres. Donc c'est un peu du collectif, mais mêlé aussi avec ses propres introspections, questions et parcours, qui vont tous nous mener au même endroit. Donc la vérité est notre avenir, et elle reste encore à être découverte. Derrière ça, il y avait cette idée également de parcours, donc du V et du A. Ensemble on va, il n'y a pas de supérieur ni d'inférieur. Et aussi le concept du logo. Peu importe, tu le prends dans un sens ou dans l'autre, les lettres ne bougent pas. La victoire est assurée, le levé de vision est bien présent, c'est-à-dire que par les contenus que je vous propose, il y a toujours une présentation avec un PowerPoint et de l'audio. À la fois, cette petite voix que j'ai à l'intérieur de moi, des fois qui me permet de développer des raisonnements, de pousser les réflexions, et aussi de vous exposer après certaines présentations et plus encore. Donc j'espère que vous en appréciez les contenus, n'hésitez pas à vous manifester, à liker, à partager, et pourquoi pas même, pour les plus aventureux, à commenter. Et le mieux encore, c'est quand vous avez des arguments. Récemment, j'ai produit une vidéo qui a énormément intéressé. L'émission était sur Vivons-nous dans une simulation. Alors, dedans, vous retrouvez des concepts philosophiques, mais aussi des religions. J'aborde quelques faits scientifiques, et à côté de ça, on pose, en dehors des constats, des prospectives. Avec également de la cinématographie, des livres, bref. Il y a de multiples références en un contenu d'à peu près 5 heures. C'est vraiment de la haute qualité. Sur Odyssée, 512 visionnages, merci. Et sur YouTube, un peu plus de 150 ou 180 vues, il me semble. Encore merci pour toutes les références. Dans Matrix, à certains moments, je vous ai montré à l'écran simulacre et simulation. Et je vous dis, ça va être très important. Je vous avais promis qu'on arriverait à une présentation du livre, et toujours, à chaque fois qu'il y a quelque chose d'annoncé, ça se fait, mais faut me laisser un petit peu le temps aussi de lire, de travailler mes thèmes. Aujourd'hui, oui, Jean Baudrillard, Simulacre et Simulation va vous être présenté dans une première partie, de la page 1 à peu près jusqu'à 70. Et déjà, ça nous introduit énormément de concepts. Je vous ai pris le meilleur du meilleur. Ce que je voulais, c'était vous montrer déjà cette perte de repères dans notre société actuelle, et même de l'époque de cet écrivain, il y a quelques décennies, entre le monde fictif et le réel. L'idée de la création du virtuel, qui est différent encore du numérique, des jeux vidéo, de l'informatique et tutti quanti. Qu'est-ce que le réel? Lui, il nous parle même d'un concept après de l'hyper-réel, où les gens peuvent jouer des rôles, surconsomment, ne vivent d'ailleurs que par des marques, ça c'est dans un autre de ses ouvrages, et dans celui-ci nous laisse entendre qu'en fait, même les politiques nous jouent une vaste mascarade. Et vous allez voir, on pourra faire des connexions avec des événements qui sont passés de façon mondiale, là, il y a quelques années maintenant, et de la création des fois même de simulations sur l'état de santé des gens. Et plus encore. Vous êtes prêts pour la lecture? Alors nous pouvons débuter. Dans ce passage, un espace dont la courbure n'est plus celle du réel, ni celle de la vérité, l'ère de la simulation s'ouvre donc par une liquidation de tous les référentiels. Pire, par leur résurrection artificielle dans les systèmes de signes, matériaux plus ductiles que le sens en ce qu'il s'offre à tous les systèmes d'équivalence, à toutes les oppositions binaires, à toute l'algèbre combinatoire. Il ne s'agit plus d'imitation, ni de redoublement, ni même de parodie. Il s'agit d'une substitution au réel des signes du réel, c'est-à-dire d'une opération de dissuasion de tout processus réel par son double opératoire. Machine signalétique, métastable, programmatique, impeccable, qui offre tous les signes du réel et en court-circuite toutes les péripéties. Plus jamais, le réel n'aura l'occasion de se produire. Telle est la fonction vitale du modèle dans un système de mort, ou plutôt de résurrection anticipée qui ne laisse plus aucune chance à l'événement
même de la mort. Hyperréel, désormais à l'abri de l'imaginaire et de toute distinction du réel et de l'imaginaire, ne laissant place qu'à la récurrence orbitale des modèles et à la génération simulée des différences. Dissimuler et feindre de ne pas avoir ce qu'on a. Simuler et feindre d'avoir ce qu'on n'a pas. L'un renvoie une présence, l'autre à une absence. Mais la chose est plus compliquée, car simuler n'est pas feindre. On s'explique. Je cite. Celui qui feint une maladie peut simplement se mettre au lit et faire croire qu'il est malade. Celui qui simule une maladie, lui, en détermine en soi quelques symptômes. Fin de citation. Pour être litré, par exemple. Éviter d'aller au travail. Ou, étant jeune, je pense que ça nous arrivait au moins une fois, simuler en effet, et au point même où on veut faire augmenter la température corporelle, alors on fera tout pour en avoir les symptômes. Par exemple, d'une fièvre. Et derrière, ça va nous rattraper. On va se sentir un peu fatigué. On va finalement avoir développé en nous un processus particulier. Donc, je poursuis la lecture avec notre auteur, feindre ou dissimuler laisse intact le principe de réalité. La différence est toujours claire. Elle n'est que masquée par son auteur. Tandis que la simulation remet en cause la différence du vrai et du faux, du réel et de l'imaginaire. Pour concevoir ça, regardez quelqu'un qui voudrait absolument obtenir un arrêt, et même auprès d'un praticien, il veut jouer son tour, faire en sorte que l'illusion passe, qu'il est malade. Donc on parlait de température, on peut parler de rythme cardiaque qui vient abattre parce qu'il se met dans un état d'anxiété, et à la fin, il a tellement joué un rôle qu'il ne sait plus, par cette fausse impression, s'il est devenu malade ou si c'est toujours un jeu qu'il joue actuellement. Et il distingue même plus le vrai du faux, alors que lui-même en est à la base. Ça peut poser problème. Le simulateur est-il malade ou non, puisqu'il produit de vrais symptômes? On ne peut ni le traiter objectivement comme malade, ni comme non malade. Il y a quand même un résultat. Quelque chose que l'on constate. La psychologie et la médecine s'arrêtent là, devant une vérité de la maladie désormais introuvable. En fait, ce qui est incroyable, c'est que cet élément, vous pouvez le transposer à l'actualité qu'on a eue il y a quelques années. Les médias ont joué un grand rôle dans la propagation d'un virus qui n'était plus transmissible par salive ou encore de d'autres manières en touchant des supports exposés à un virus et donc à une certaine toxicité, on va dire ça comme ça. Non. Là, c'est les médias eux-mêmes qui, en parlant des chiffres des malades, du nombre de décédés, des risques s'il y a trop de rapprochement social, et on peut poursuivre bien des choses sur cette thématique, qui ont conduit les gens à se mettre dans des bulles de la maladie, et à les transmettre également. Au point même où l'asymptomatique, celui qui a contracté un virus mais qui n'en est point affaibli, continue avec une bonne vitalité à faire ses activités courantes, à se rendre encore auprès de ses collègues, de la famille, on l'a rentré dans une psychose, en lui disant « tu es positif ». Et ce positif est négatif. C'est-à-dire que cette information où on te détecte en effet la présence de quelque chose doit te nuire. Non pas parce que tu es malade, mais doit te produire une barrière autour de toi, artificielle, non visible, parce que derrière, tu pourras également être atteint du cocolon. Alors qu'est-ce que c'est derrière? De la fatigue. Mais je pense qu'en fait on en rencontre tous au long de notre vie quand on manque de vitamines ou d'activités sportives ou même d'une tâche répétitive. C'est la vie en fait d'avoir des hauts, des bas, de la fatigue ou au contraire du dynamisme. Eh bien, de choses basiques de la vie, ils ont voulu les intégrer à un cocktail nauséabond. Quelque chose qui devrait nuire aux gens et les faire psychoter. Et ils ont réussi ça par les canaux des médias, la propagande de masse, à savoir les journaux, les postes de télévision, les affiches publicitaires, les tracts, etc., plus les communications politiques, entre autres. Tout ceci a joué sur certains, a provoqué non pas l'effet placebo, qui pourrait être une création d'un état cérébral, comment je pourrais dire ça, d'un déclenchement, on va dire, d'une immunité. Non, au contraire. Il fallait affaiblir les gens, leur donner du désespoir, les faire craindre la mort, mais même les pousser en fait à la dépression, pour les mettre sous médicaments, avoir un meilleur contrôle sur eux, et poursuivre la création de la simulation et du simulacre.
Ceci, au niveau de la psychologie et de la médecine qui s'arrêtait selon Baudrillard il y a quelques décennies maintenant, le travail a poursuivi en fait, suivi son cours. Car si n'importe quel symptôme peut être produit et ne plus être reçu comme un fait de nature, donc on a parlé de postillons pour transmettre un virus, on pourrait parler de bactéries, par une alimentation avariée qui est venue être périmée, qui a développé, je ne sais pas, par-dessus quelques champignons ou autres, pas forcément visibles d'ailleurs, mais qui rendent malade. Donc ça c'est une vérité naturelle. On fait un test et on voit d'où ça vient. Mais quand c'est dans la tête, et que ça dirige le corps, par le système nerveux central, mais par d'autres encore signaux qui sont envoyés. Quand le piratage est interne à l'être humain, il ne provient plus de l'extérieur de façon naturelle. Comment le résoudre? Regardez cette épidémie dans la société en dehors de virus, même si on remploie le même terme, de ceux qui se disent non-binaires. Ils n'arrivent même plus à se reconnaître dans leur corps, dans la seule vérité, comme le dirait Gustave Le Bon, l'unique, la vérité biologique. Lorsque tu viens même à faire de la négation sur celle-ci, que te reste-t-il d'attachement au réel? Tu tombes dans l'hyper-réel, c'est-à-dire que tu juxtaposes des filtres pour essayer soit de jouer un rôle, ou soit de te sentir émancipé alors qu'il n'en est rien. Bien, ce système, c'est ça. C'est-à-dire que il a des symptômes, il est malade, mais ça n'est pas produit de façon naturelle. Alors, toute maladie peut être considérée comme simulable et simulée, et la médecine perd son sens, car elle ne sait traiter que les maladies vraies, pas leurs causes objectives. Même subjectives, devrait-on dire, puisqu'on est plutôt de l'ordre de la personne qui se crée. Après, il parle de psychosomatique qui évolue, etc. Ou bien, se volariserie, alors j'arrive jamais avec ce mot, volarilise-t-elle dans les simulacres qui seuls déploient leur faste et leur puissance de fascination. La machinerie visible des icônes se substituant à l'idée pure et intelligible de Dieu. C'est bien ce dont t'avaient peur les iconoclastes, dont la querelle millénaire est encore la nôtre aujourd'hui. C'est bien parce qu'ils pressentaient cette toute-puissance des simulacres, cette faculté qu'ils ont d'effacer Dieu de la conscience des hommes et cette vérité qu'ils laissent entrevoir destructrice, anéantissante, qu'au fond Dieu n'a jamais été, qu'il n'en a jamais existé que le simulacre, voire que Dieu lui-même n'a jamais été que son propre simulacre. De là venait leur rage à détruire les images. Et ceci, je l'ai retrouvé dans un autre livre, dont je vous parlerai plus tard. Je suis en train en fait de produire un travail sur les religions, l'origine. Donc j'ai étudié déjà tout ce qui est de l'ordre de la chrétienté, mais il me reste encore à voir les variables qui existent à l'intérieur. Pareil pour l'islam, mais j'ai les grandes bases. Pour le judaïsme, tout autant avec le Talmud également. J'ai pris, on va dire, les branches du monothéisme. Et actuellement, je m'intéresse à Brahma, également Brahman, à qui d'autre encore après, dans cette divinité-là, dans la première que j'ai citée, il me semble que 3 ils sont dedans, Vishnu, quelque chose comme ça, l'autre avec ses 6 bras, en destruction et en création, bref. En fait, encore dans des dualités aussi d'images qui se jouent là-dedans, et même le principe trinitaire qui en fait sera repris par les chrétiens, particulièrement à ce qui sera le Vatican en fait, à Rome. Pour moi, c'est une contre-église. La vraie église est celle qui est en Turquie. D'accord ? Mais la contre-église a créé un dogme trinitaire sur des bases indo-européennes, d'accord, en reprenant en fait d'autres faits religieux qui existaient en parallèle, et tout ceci, il me faut le démystifier. Et dans les livres que j'étudie, il y a aussi des athées et des agnostiques, ceux qui ne croient pas en Dieu, ceux qui doutent quant à la véracité de ce qui est annoncé par les hommes au travers de dogmes, entre autres, et puis bon, tous les autres courants qui existent. Donc ça serait revenir à, est-ce que Dieu existe, mais son appréciation et son accès ont été aujourd'hui que des simulacres et des créations d'images. On a vu à certaines époques des statuettes, des morceaux de pierre, aujourd'hui encore d'ailleurs. Certains circumambulent, alors soit autour d'un veau d'or ou soit autour d'une pierre qu'un fornicateur est venu embrasser en plus. Enfin, passons tous ces phénomènes destructeurs. Revenons-en à ce qui est écrit. S'ils avaient pu croire que celle-ci ne faisait qu'occulter ou masquer l'idée platonicienne de Dieu, il n'y avait pas de quoi les détruire. On peut vivre de l'idée d'une vérité altérée.
Mais leur désespoir métaphysique venait de l'idée que les images ne cachaient rien du tout, et qu'elles étaient en somme non pas des images telles qu'en elles-mêmes le modèle original les change, mais bien des simulacres parfaits, rayonnant pour toujours de leur fascination propre. Or, il faut conjurer à tout prix cette mort du référentiel divin. Quel est le référentiel divin? Les références auxquelles on s'en remet les prophètes, les lieux de culte. Mais alors pourquoi certains cultes sont tombés dans l'oubli, d'autres qui s'accaparaient les puissances dans des localités une fois mises sous contrainte, annexées? Comment se fait-il que d'une toute puissance même d'empire, on peut penser à Rome entre autres, il n'en reste que des vestiges, que quelques statues et, en dehors des artefacts, quelques endroits encore, des sites aujourd'hui où des archéologues font des découvertes. Comment se fait-il qu'il y ait cette désuétude, cet oubli, et que l'on soit passé à autre chose? Et la question que je posais l'autre jour, quand on a abordé l'idée de communautarisme, donc de créer en fait de l'artifice sur le monde, ce qui revient au concept même de société et de civilisation, donc le culturel, le cultuel, la façon de vivre, de s'habiller, de s'exprimer, la linguistique, etc. Les mots même qui font notre expression, les images que l'on se fait, les concepts que l'on partage. Donc toute la rhétorique, la dialectique et ce qui s'ensuit. L'idée de convaincre, l'idée d'avoir la raison, d'essayer de percevoir la vérité. Mais qu'en est-il vraiment quand on doit s'en remettre à chaque fois à ceux qui nous ont précédés et à ce qui n'est plus remis en cause? Et une vie intégrale ne suffit pas à l'homme pour pouvoir faire table rase, ne serait-ce que sur une thématique en particulier, le concept de Dieu, ou l'idée de l'essence de la vie. Quel est ce carburant en fait de l'homme? En dehors de son alimentation, de ce qui vient de la terre, finalement il y a eu un nouveau carburant qui s'est ajouté, celui des idées, où on véhicule les uns envers les autres, où finalement on a créé un dynamisme, puisque l'être vivant c'est ça, c'est être animé dans le monde. Animation, créer quelque chose. Donc, il y a beaucoup de développement à avoir, et même une personne très curieuse et qui pourrait se remettre à tout un tas de références n'arriverait pas à produire une vérité. Elle n'en aurait que le subjectif, qu'un trait particulier qu'il viendrait à tirer. Mais celui-ci pourrait varier. C'est d'ailleurs toute la science qui a souvent été chamboulée entre l'héliocentrisme et puis finalement on bascule dans autre chose. L'idée, en dehors de ceci, de l'atomisme, je crois que c'est Démocrite qui nous en parle, déjà il y a fort longtemps, et de bien d'autres encore philosophes qui essayent de poser des principes sans en avoir des faits qui les valident. Enfin, tout ceci pour vous dire que de mon côté, je vais poursuivre ces idées même, puisque l'autre jour on parlait de communisme, donc produire une famille en commun, placer sur le monde un autre modèle, un format différent en tout cas de celui que Dieu avait légué, si on croit à les religions, à savoir un jardin d'Éden qui est exponentiel, ou imaginons même qu'il y ait des frontières à un moment qui viennent à limiter cette belle production. Quoi qu'il en soit, il y a un jardin à entretenir, il y a la terre, il y a en fait une activité que l'homme doit occuper, un rôle particulier. Peut-il, maintenant, ayant le progrès en sa faveur, délaisser ce pourquoi Dieu l'avait mis en fonction, en activité? Et ça me questionnait, et ça c'est des choses que vous ne retrouverez pas ailleurs en dehors de ma chaîne, c'était: est-ce que les religions ne sont pas comme un jeu de société? Et quelqu'un qui m'a inspiré sur la démarche, c'est comment il s'appelle, Cellulose, entre autres, dans nos échanges. Il parlait du jeu d'échecs qu'il apprécie fortement, des techniques qui sont utilisées, le roc, enfin, le basculement de la tour avec le roi, et bien d'autres noms comme ça qui sont attribués, en fait, pour après les spécialistes de ce domaine, ce qui n'est pas mon cas. Et je me disais, si les jeux sont modifiés, même en reprenant le film Hérétique quelque part, quand il vient il compare la religion aussi aux jeux de société, certes, mais il le fait de façon un peu maçonnique. Mais c'est surtout les versions modernes qui sont ajoutées. Vous voyez, on passait du premier jeu où on essaie en collectif de produire, après un Monopoly un peu différent qui reprend le même code, mais c'est la concurrence, c'est le capitalisme qui s'installe. Et
des maisons, des hôtels qui sont ajoutés. Finalement, après des billets, on passe au nouveau modèle avec les TPE, avec les cartes, avec encore d'autres activités. Bref, vous me comprenez là où j'en viens. J'essaierai de mettre plus de cadre sur ceci. Poursuivons le livre. Nous sommes tous passés vivant dans la lumière spectrale de l'ethnologie, ou de l'anti-ethnologie, qui n'est que la forme pure de l'ethnologie triomphale, sous le signe des différences mortes et de la résurrection des différences. Il est donc d'une grande naïveté d'aller chercher l'ethnologie chez les sauvages, ou dans quelques tiers-mondes. Elle est ici, partout, dans les métropoles, chez les Blancs, dans un monde tout entier recensé, analysé, puis ressuscité artificiellement sous les espèces du réel, dans un monde de la simulation, de l'hallucination de la vérité, du chantage au réel, du meurtre de toute forme symbolique et de sa rétrospection hystérique, historique. Meurtre dont les sauvages, noblesse oblige, ont fait les frais les premiers, mais qui s'est depuis longtemps élargi à toutes les sociétés occidentales. Mais du même coup, l'ethnologie nous livre sa seule et dernière leçon, le secret qui la tue, et que les sauvages connaissent bien mieux qu'elle, la vengeance du mort. L'imaginaire de Disneyland n'est ni vrai ni faux. C'est une machine de dissuasion mise en scène pour régénérer en contre-champ la fiction du réel. D'où la débilité de cet imaginaire, sa dégénérescence infantile. Ce monde se veut enfantin pour faire croire que les adultes sont ailleurs, dans le monde réel, et pour cacher que la véritable infantilité est partout. Et c'est celle des adultes eux-mêmes qui viennent jouer ici à l'enfant pour faire illusion sur la infantilité réelle. Ça, c'est incroyable. On devrait même ajouter qu'aujourd'hui, les jeunes, on leur prive en réalité de leur insouciance. Des socialistes vont arriver les questionner sur est-ce que tu as un garçon ou une fille ? Ah, et la discrimination. Est-ce que ton rapport au petit noir est pareil qu'au petit arabe ou à l'asiatique ou au blanc ? On les met dans des concepts dont ils n'avaient même pas en réalité écho ou... On ne pourrait même pas parler de conscience. Dont ils n'avaient même pas intérêt en fait à prêter un peu d'attention là-dessus, puisqu'ils vivaient la vraie expérience, loin de l'artifice. Et, quand ils grandissent, on leur fait comprendre que la politique est un fardeau. C'est dur de subir la société, d'allier le travail, la vie personnelle aussi, où il faut avoir ces petits champs à soi, voyez, son jardin secret, mais aussi ses développements. Ce que j'entends par là, c'est avoir du loisir, du sport, des jeux, des relations, plus encore. Donc, allier ça, travail, avec du loisir, et se pencher sur de la politique qui leur assène à tout va des vérités et des contre-vérités, de la lourdeur, des flux trop imposants pour pouvoir les assimiler. D'une semaine à l'autre, on passe à la fois d'un fait de société, qui des fois peut être lié à des affaires criminelles qui s'enchaînent sans que la politique ne se penche dessus, pour aussi agir, même si c'est un corps différent, sur la justice qui ne fait plus son travail, sur la police des fois qui manque à ses services, et sur bien d'autres structures encore de la société, quant à l'éducation également. On a ces problèmes-là, et on en a d'autres, ceux du coût de la vie, du pouvoir d'achat, qui reconduisent à de l'impression, à une fausse impression, l'idée encore de devoir se tenir, consommer, vivre par la marque. Et de tous ces marquages, ces martelages, chacun va essayer de prendre un courant en particulier pour la politique, et va rester cantonné à un groupe, à une étiquette, à une case. Et celui qui ne va pas dans son sens, eh bien, on l'entendra par exemple pour le chrétien, voir de la christianophobie partout, pour le musulman, voir de l'islamophobie partout, là où la critique devrait être permise, pour pouvoir remettre à plat et essayer d'obtenir, en tout cas, des rapports à la réalité, à la vérité. Mais il n'en est rien. Chaque dogme s'insère comme tel, se veut l'unique, l'universel, et au lieu d'être uni vers elle, la racine de Eli, Eloi, c'est-à-dire Dieu, ils sont plutôt unis vers Hell, le mot anglais pour l'enfer. C'est-à-dire que, comme ils n'osent pas débattre, eh bien ils se communautarisent, et c'est à celui qui prendra le plus de terrain. Et ces conflits étant trop intenses pour certains, puisque nous avons produit un monde faible, entraînent à ce que des adultes retournent, comment je pourrais dire ça, et vous basculent sur talon pour dire non. L'âge adulte n'est pas pour moi. Trop compliqué. Il y a des responsabilités et je n'en veux pas.
Et alors on voit par exemple ces femmes qui n'assument plus la famille et qui, au nom du plaisir, de la jouissance et des mai 68 qui ont poursuivi après leur travail, ces 68 arts, que s'est-il passé? Ça a conduit à l'hypersexualisation, à une débridation, on fait sauter les familles, où il n'y a plus d'encadrement. Point de périmètre, alors les repères disparaissent. Ce qu'on lisait en fait au début du livre de Baudrillard quant au référentiel, qu'en reste-t-il aujourd'hui? Puisqu'on nous dit que 2 hommes adoptant un enfant, ça représente une famille. 2 femmes adoptant un enfant, pareillement, ou le faisant par procréation médicalement assistée, ou pour d'autres, en marchant dans la vie, c'est-à-dire en trafiquant la biologie, en pure jouissance, à occuper le corps d'une femme, par exemple, contre rémunération, ou des fois dans certains pays, sous forme d'exploitation première, en privation totale de liberté. C'est cette jouissance qui s'est imposée. Pour des adultes qui ne veulent pas assumer leur rôle. C'est-à-dire que normalement, quand tu arrives à un certain âge, eh bien tu as été constitué pour pouvoir discerner le bien et le mal, le vrai et le faux. Et donc tu dois savoir que tout acte a sa répercussion. Il y a l'effet et la cause. Et que quand tu viens à distordre le vrai monde réel, ce rapport à la nature, ce qui a existé pendant des millénaires, avant que les hommes et les femmes réclament des fausses libertés, bien, tout s'effondre. Et on se conduit à des personnes qui sont dans les mondes d'Harry Potter, de Narnia, de Disneyland, de cette magie en fait. Et la magie, comme on l'échangeait sur le dernier direct avec des intervenants d'excellente qualité, elle est avant tout par le langage. Regardez le théâtre d'hier. Certes, le visuel était important, mais c'était l'art de s'exprimer qui jouait le tout. L'acteur était là. Il diffusait un message en particulier. Alors, nous en avons eu certains qui ont été populaires par le silence et par l'expression des gestes. Mais je crois que majoritairement, dans l'humanité, tout ce qui s'est fait a été produit avant tout par des mots, par du volume, par du son, par de la vibration. Et qu'aujourd'hui, nous approchons malheureusement des mauvaises ondes. Si je fais un petit jeu de mots, bande FM. Vous voyez, la fréquence sur une fréquence pour véhiculer un message sans que tu comprennes le tout dans l'oscillation, sauf si tu en as l'équipement, la possibilité de décrypter. Eh bien, quand je dis la bande FM, donc je vous mets sur la fréquence de la musique, vous avez très bien cerné les choses, la fréquence du langage, là où hier on passait par les postes radio. Pour ceux qui étudieraient la chose, vous comprendrez cette fréquence quelque part magnétique. Mais il y en a d'autres également, des fréquences plutôt maléfiques. La bande FM, les francs-maçons, ceux qui font société dans la société, mais qui t'expliquent que c'est par eux qu'on en est venu aux droits de l'homme, du citoyen, donc à supplanter les religions. C'est de leurs mains et de leurs faits que l'on en est arrivé aujourd'hui à pouvoir clairement accepter l'horreur dont je vous ai parlé juste avant, LGBT, contredire la nature, et arriver même à l'infantilisation des adultes où la masse ne prend plus acte au pouvoir, plus de démos kratos, car comment mettre en réalité entre les mains d'adolescents, de gens qui n'ont pas encore mué correctement, et qui n'ont pas enlevé leur première peau, leur premier cocon quelque part, qui les, en quelque sorte, les confortait. Il est l'heure d'aller vers d'autres zones, d'aller vers d'autres enveloppes, de voir ce qui peut être posté dans l'humanité par des écrivains, mais aussi de ce qui peut être porté en termes d'enveloppe. Parce que l'habit n'est pas uniquement que cette tenue vestimentaire. L'habit est aussi savoir connecter ces synapses ensemble pour avoir des mots et plus encore. Revenons-en à son livre. Disneyland n'est d'ailleurs pas le seul. Enchanted Village, Magic Mountain, Marine World, Los Angeles est encerclé de ces sortes de centrales imaginaires qui alimentent en réel, en énergie du réel, une ville dont le mystère est justement de n'être plus qu'un réseau de circulation incessante, irréelle, ville d'une étendue fabuleuse, mais sans espace, sans dimension. Autant que de centrales électriques et atomiques, autant que de studios de cinéma, cette ville, qui n'est plus elle-même qu'un immense scénario et un travelling perpétuel, a besoin de ce vieil imaginaire
comme d'un système nerveux sympathique fait de signaux d'enfance et de fantasmes truqués. Disneyland, un espace de régénération de l'imaginaire comme ailleurs, et ici même, les usines de traitement de déchets. Partout, il faut aujourd'hui recycler les déchets et les rêves, les fantasmes, l'imaginaire historique, féerique, légendaire des enfants et des adultes est un déchet, la première grande déjection toxique d'une civilisation hyper réelle. Disneyland est le prototype de cette fonction nouvelle sur le plan mental. Tout ce qui est dans le capital nous demande, donc tout ce que le capital nous demande, si vous préférez, je me suis trompé dans ma lecture, je voulais l'interpréter, mais ça ne fonctionne pas, c'est de le recevoir comme rationnel ou de le combattre au nom de la rationalité, de le recevoir comme moral ou de le combattre au nom de la moralité, l'alimenter d'un côté ou de l'autre, et les différents groupes se constituant refont circuler cette énergie du moins vers le plus et inversement. Car c'est la même chose. Ce qui peut se lire sous une autre forme, jadis on s'employait à dissimuler un scandale. Aujourd'hui, on s'emploie à cacher que ce n'en est pas un. Le capital, lui, n'a jamais été lié par un contrat à cette société qu'il domine. Il est une sorcellerie du rapport social. Il est un défi à la société et il doit être répondu comme tel. Il n'est pas un scandale à dénoncer selon la rationalité morale ou économique, il est un défi à relever selon la règle symbolique. La négativité en spirale, Moebius. Watergate. Ça doit vous parler. Ça a tellement été médiatisé. N'a donc été finalement qu'un piège tendu par le système à ses adversaires. Simulation de scandale à des fins régénératrices. Ceci est incarné dans le film par le personnage de Deep Throat. Je prononce peut-être mal, dont on a dit qu'il était l'éminence grise des républicains manipulant les journalistes de gauche pour se débarrasser de Nixon, pourquoi pas. Toutes les hypothèses sont possibles, mais celle-ci est superflue. La gauche fait très bien d'elle-même et spontanément le travail de la droite. Il serait d'ailleurs naïf de trouver là une amère bonne conscience, car la droite fait elle aussi spontanément le travail de la gauche. Toutes les hypothèses de manipulation sont réversibles dans un tourniquet sans fin, car la manipulation est une causalité flottante ou positivée et négativité plutôt, et donc ou positivité et négativité, s'engendrent et se recouvrent, où il n'est plus d'actif ni de passif. C'est par l'arrêt arbitraire de cette causalité tournoyante que peut être sauvé un principe de réalité politique. C'est par simulation d'un champ perspectif restreint, conventionnel, où les prémices et les conséquences d'un acte ou d'un événement sont calculables, que peut se maintenir une vraisemblance politique. Et bien sûr, l'analyse objective, la lutte, etc. Si on envisage le cycle entier de n'importe quel acte ou événement dans un système où la continuité linéaire et la polarité dialectique n'existent plus, dans un champ détraqué par la simulation, toute détermination s'envole. Tout acte s'abolit au terme du cycle en ayant profité à tout le monde et s'étant ventilé dans toutes les directions. Tel attentat à la bombe en Italie, est-il le fait des extrémistes de gauche ou provocation d'extrême droite, ou mise en scène centriste pour déconsidérer tous les extrêmes terroristes et ravaler son pouvoir chancelant, ou encore scénario policier et chantage à la sécurité publique? Tout cela est vrai en même temps. Et la recherche de la preuve, voire l'objectivité des faits, n'arrête pas ce vertige de l'interprétation. Sur ce point, rappelez-vous le discours de François Hollande lorsqu'il a une terrasse. Prenez en mémoire aussi les objectifs, par exemple, de Estrosi, en dehors de Riporti, de mettre tout le monde avec l'intelligence artificielle sous surveillance. Je vous invite même à faire travailler votre cerveau pour revenir en 2001 et ce qui précède un peu. Certains médias, des divertissements qui nous parlent de tours jumelles qui vont être impactés. Alors oui. Il y avait déjà eu un attentat dans les années 90. Ok. Mais ceci dit, nous présenter 2 tours qui viennent à s'écrouler comme ça en quelques heures, c'est quand même étrange. Des tours qui devaient être désamiantées. Technique au passage utilisée, je pourrai en parler plus tard au niveau de la Palestine. Pourquoi ils ont détruit les bâtiments? Avant tout, c'était, puisqu'il y a de l'amiante, entraîner ces poussières, en fait, c'est-à-dire une extermination sur le long terme, mais c'est un autre sujet, mais qui n'a pas été abordé même par ceux qui sont anti-sionistes,
et qui se veulent les chantres, on va dire, d'une certaine lutte. Et n'ont même pas analysé les détails de comment se déploie, on va dire, une certaine action de tuerie sur le long terme, qui n'a pas de visuel en tant que tel. Pour revenir et recentrer sur le 11 septembre, donc on nous a laissé entendre attaque extérieure, détournement d'avion. Baudrillard, il nous en parle un peu dans son livre. Il nous laisse entendre que rien n'échappe au radar. Allez, certes, il y a toujours la faille humaine, mais pas comme telle. Lui, il ne revient pas sur le 11 septembre, mais on peut lier son développement sur ça. Et il y a autre chose que je voulais vous dire par rapport à ceci. Sur le 11 septembre, le traitement médiatique, voilà. Encacheur. Encacheur, recherché par les services américains pour diffuser de la cocaïne et des drogues très dures. On parle vraiment de grosses quantités. Travaille peut-être avec la CIA, la NSA, on dirait les services de renseignement. Pourquoi ? C'est plus complexe encore, mais laissez-moi le temps un jour de vous développer ça avec Modé. Donc il y aura un direct avec le livreur, un modérateur, qui est excellent également, qui a prévu quelque chose pour le 11 septembre 2001. On devait le faire il y a quelques semaines, même quelques mois maintenant, on tarde. Il est en vacances, donc tant qu'à faire à quelques semaines près, autant qu'on se le fasse pour la semaine du 11 septembre. Et on reparlera de Encacheur, de son projet qui en fait a été la suite de la TIA, Total Information Awareness, et qui aboutira en fait au Matrix, un programme de lutte contre le terrorisme pour ficher tout le monde, et aujourd'hui utilisé dans, je crois, plus de 18 000 agences policières aux États-Unis, dans les serveurs du FBI, dans les plus grandes banques du monde, un peu partout, pour mettre en lien nos cookies, nos traces d'Internet, et finalement éditer des fichiers. Eh bien, Estrosi voulait également en faire de même. C'est-à-dire qu'en France, vous avez déjà une première artificialisation de l'espace public dans cette idée des smart cities, donc des villes intelligentes, connectées au Internet, etc. C'est que nous avons des caméras. Certes, certains me diront, mais elles n'ont rien d'intelligent, oui. Mais quand celles-ci ramènent en fait les captures du monde réel à un serveur qui artificialise ça, en tout cas numérise plus précisément ceci en codage, en 0, en 1, bref, en possibilité d'analyse informatique, il suffit seulement d'avoir le logiciel pour juxtaposer sur ces images des détections de couleurs, de textures, on va dire de formes, pour savoir si c'est une voiture, un vélo, un humain, etc., de différenciation, et tout ceci en fait pour le fichage intégral qui mène après à l'ultra-surveillance et pire encore. Donc là c'est ça, au nom de la sécurité publique, ils en sont même venus pour certains à faire ce qu'on appelle des false flags, attentats sous faux drapeau dont Lucien Cerise, entre autres, nous parle avec brio. La seule arme du pouvoir, sa seule stratégie contre cette défection, c'est de réinjecter partout du réel et du référentiel. C'est de nous persuader de la réalité du social, de la gravité de l'économie et des finalités de la production. Pour cela, il use de préférence du discours de la crise, mais aussi, pourquoi pas, de celui du désir. Prenez vos désirs pour des réalités, ou pour la réalité. Peut s'entendre comme l'ultime slogan du pouvoir, car dans un monde irréférentiel, même la confusion du principe de réalité et du principe de désir est moins dangereuse que l'hyper-réalité contagieuse. On reste entre principes, et là le pouvoir a toujours raison. De là, l'hystérie caractéristique de notre temps, celle de la production et de la reproduction du réel. L'autre production, celle des valeurs et des marchandises, celle de la belle époque de l'économie politique, n'a plus de sens propre depuis longtemps. Ce que toute une société cherche en continuant de produire et de surproduire, c'est à ressusciter le réel qui lui échappe. C'est pourquoi cette production matérielle est aujourd'hui elle-même hyper réelle. Elle retient tous les traits, tout le discours de la production traditionnelle, mais elle n'en est plus que la réfraction démultipliée. Ainsi, les hyperréalistes fixent dans une ressemblance hallucinante un réel d'où se sont enfuis tous les sens et le charme, toute la profondeur et l'énergie de la représentation. Ainsi, partout, l'hyperréalisme de la simulation se traduit par l'hallucinante ressemblance du réel à lui-même. Ces mises en scène d'assassinats présidentiels, il fait un développement sur Fitzgerald Kennedy, sont révélatrices parce qu'elles signalent le statut de toute négativité en Occident.
L'opposition politique, la gauche, le discours critique, etc. Simulacre repoussoir par lequel le pouvoir essaie de briser le cercle vicieux de son inexistence, de son irresponsabilité fondamentale, de sa flottaison. Le pouvoir flotte, comme la monnaie, comme le langage, comme les théories. C'est la critique et la négativité qui seules sécrètent encore un fantôme de réalité du pouvoir. Si elles s'exténuent pour une raison ou pour une autre, le pouvoir n'a d'autre solution que de les ressusciter artificiellement et de les halluciner. Mais il faut prendre garde aux tours négatifs que le discours impose. Il ne s'agit ni de maladie, ni d'affection virale. Il faut plutôt penser les médias comme s'ils étaient, dans l'orbite externe, une sorte de code génétique qui commande la mutation du réel en hyperréel, tout comme l'autre code micromoléculaire commande au passage d'une sphère représentative du sens à celle génétique du signal programmé. C'est tout le mode traditionnel de causalité qui est en question. Mode perspectif, déterministe, mode actif, critique, mode analytique, distinction de la cause et de l'effet, de l'actif et du passif, du sujet et de l'objet, de la fin et des moyens. C'est sur ce mode qu'on peut dire « La TV nous regarde, la TV nous aliène, la TV nous manipule, la TV nous informe ». On reste dans tout cela tributaire de la conception analytique des médias, celle d'un agent extérieur actif et efficace, celle d'une information perspective avec comme point de fuite l'horizon du réel et du sens. L'aventure spatiale a joué exactement le même rôle que l'escalade nucléaire. C'est pourquoi elle a pu si facilement la relayer dans les années 1960, Kennedy, Khrouchtchev, ou se développer parallèlement sur un mode de coexistence pacifique. Car quelle est la fonction ultime de la course à l'espace, de la conquête de la Lune, du lancement des satellites? Sinon, l'institution d'un modèle de gravitation universelle, de satellisation dont le module lunaire est l'embryon parfait. Microcosme programmé où rien ne peut être laissé au hasard. Trajectoire, énergie, calcul, physiologie, psychologie, environnement. Rien ne peut être laissé à la contingence. C'est l'univers total de la norme. C'est la loi. Cette loi-là n'existe plus. C'est l'immanence opérationnelle de tous les détails qui fait loi. Univers expurgé de toute menace de sens, en état d'asepsie et d'apesanteur, c'est cette perfection même qui est fascinante. Car l'exaltation des foules n'allait pas à l'événement du débarquement sur la Lune ou du cheminement d'un homme dans l'espace. Ceci serait plutôt la fin d'un rêve antérieur. Non. La sidération va à la perfection de la programmation et de la manipulation technique, à la merveille immanente du déroulement programmé. Fascination par la norme maximale et la maîtrise de la probabilité. Vertige du modèle qui rejoint celui de la mort, mais sans effroi ni pulsion, car si la loi, avec son aura de... Mince, je n'ai pas la suite, ce n'est pas grave. La simultanéité de deux événements au mois de juillet 1975 illustrait ceci d'une façon éclatante. La réunion dans l'espace de deux super satellites américains et soviétiques, apothéose de la coexistence pacifique, la suppression par les Chinois de l'écriture idéogrammatique et le ralliement à terme à l'alphabet romain. Ce dernier signifie l'intensification orbitale d'un système de signes abstraits et modélisés, dans l'orbite duquel vont se résorber toutes les formes, jadis singulières, de style et d'écriture. Satellisation de la langue, c'est la façon des Chinois d'entrer dans le système de la coexistence pacifique, lequel s'inscrit dans leur ciel juste en même temps, par la jonction des deux satellites, vol orbital des deux grands, neutralisation et homogénéisation de tous les autres sols. Mais subtilement, ils n'ont plus de sens. Ils ne sont plus que l'effet duplex de la simulation au sommet. Le plus bel exemple ne peut être que la guerre du Vietnam, puisqu'elle fut à l'intersection d'un enjeu historique et révolutionnaire maximal et de la mise en place de cette instance dissuasive. C'est ce que j'avais développé chez Los Locos, mais pas avec le même prisme. J'ai déclaré chez Rayad que pour moi, l'Amérique n'avait pas perdu au Vietnam. Au contraire, ils avaient pu tester leur dernière technologie et quand ils en repartaient, derrière, ils avaient pu renouer même les contacts avec le Vietnam pour le commerce et je ne sais plus ce que j'avais encore expliqué, mais oui, il y avait eu du massacre des deux côtés,
la perte d'hommes un peu inutile, mais tout ceci était une forme de simulation. Je ne l'ai pas dit en tant que tel, en simulacre-simulation, mais tout comme. Et quand j'ai lu Baudrillard récemment, je dis ah ouais putain, en fait, on est en accord sur le résultat, la boucle est la même, elle est refermée sur elle-même, c'est-à-dire l'Amérique entre, laisse sa propagande, engage, et puis laisse entendre que finalement non, elle a perdu, parce que ce qu'il faut assumer après est trop grave. Utilisation d'agents orange, géo-ingénierie, des crimes sur place, et puis finalement, derrière, ce qui se situe et que j'apprends avec Baudrillard, c'est également une connexion. Après, cette guerre froide qui inquiétait un peu entre l'Amérique et la Russie, et ces conflits même jusque dans le ciel, alors ce qui précède peut-être un peu avec les satellites, cette correspondance. Voilà que la Chine entre elle-même dans cette alliance globale. Comment ? Depuis la guerre au Vietnam. Quel sens a eu cette guerre, et son évolution n'a-t-elle pas été de sceller la fin de l'histoire dans l'événement historique culminant et décisif de notre époque ? Pourquoi cette guerre si dure, si longue et si féroce s'est-elle dissipée d'un jour à l'autre comme par enchantement ? Pourquoi cette défaite américaine, le plus grand revers de l'histoire des États-Unis, n'a-t-elle eu aucune répercussion interne en Amérique ? Si elle avait vraiment même signifié l'échec, si elle avait été un échec de la stratégie planétaire des États-Unis, elle eût nécessairement aussi bouleversé l'équilibre interne et le système politique américain. Il n'en a rien été. Autre chose donc a eu lieu. Cette guerre au fond n'aura été qu'un épisode crucial de la coexistence pacifique. Elle aura marqué l'avènement de la Chine à la coexistence pacifique. La non-intervention de la Chine obtenue et concrétisée au fil des longues années, l'apprentissage par la Chine d'un modus vivendi mondial, le passage d'une stratégie de révolution mondiale à celle d'un partage des forces et des empires, la transition d'une alternative radicale à l'alternance politique dans un système désormais réglé pour l'essentiel, normalisation des rapports Pékin-Washington. C'était cela en fait l'enjeu de la guerre du Vietnam. Et en ce sens, les États-Unis ont évacué le Vietnam, mais ils ont gagné la guerre. Et la guerre a pris fin spontanément lorsque l'objectif a été atteint. C'est pourquoi elle s'est défaite, disloquée, avec une telle facilité. Même scénario dans la guerre d'Algérie. L'autre aspect de cette guerre, et de toute guerre désormais, derrière la violence armée, l'antagonisme meurtrier des adversaires, qui semble un enjeu de vie et de mort, qui se joue comme tel, sinon on ne pourrait jamais envoyer les gens se faire crever la peau dans ce genre d'histoire. Derrière ce simulacre de lutte à mort et d'enjeu mondial sans pitié, les deux adversaires sont fondamentalement solidaires contre autre chose, innommée, jamais dit, mais dont le résultat objectif de la guerre avec la complicité égale des deux adversaires est la liquidation totale. La structure tribale, communautaire, précapitaliste, toutes les formes d'échange, de langue, d'organisation symbolique, c'est cela qu'il faut abolir. C'est cela dont le meurtre est l'objet de la guerre. Donc en fait on comprend que c'est le socialisme qui veut supprimer les structures tribales, car pour eux, ils n'ont pas réussi à les élever au niveau d'éducation qu'ils souhaiteraient, au point où on arrive à nier les genres, il n'y a plus homme ni femme. En fait, si vous comprenez bien le socialisme et que vous avez lu Idéalisme pratique, c'est une attaque contre la chrétienté, la reprise des discours de Jésus. Il n'y aura plus juifs et grecs, donc on supprime les localités. Il n'y aura plus hommes et femmes, donc on supprime les genres. C'est ça qu'ils sont en train de produire. Reprendre le discours de ce qui doit se situer dans l'au-delà, donc à la résurrection, vous comprenez, avec ce qu'ils font dans ce monde. Ils produisent la mort des gens, des familles, des tribus, de ce qui a pu exister, des sociétés, pour créer une sorte de ressuscitation, mais globale, universelle même. Donc supprimer les barrières des langues. D'où l'idée de créoliser, par exemple. À la fois de faire du métissage des peuples. Voyez, brasser les populations, vous me direz, ça existait pas de cette façon-là. Là, on est limite sur des génocides. Pour l'instant, c'est principalement vu sur les Blancs, mais demain, ça sera les Indiens mélangés, par exemple, avec les Maghrébins, pour prendre cet exemple, puisque celui qui précède, c'est les Noirs sur les Blancs, par exemple. Donc, tout ceci devra aboutir à ce qu'il n'y ait plus de distinction d'un continent à un autre, c'est mieux pour gouverner quelque part, et qu'il n'y ait plus de défense d'ordre ancestral.
puisque chacun, en fait, veut défendre un nationalisme, mais depuis l'extérieur de son territoire. Ouais, l'autre jour, j'ai échangé avec des gens très agréables, hein. Je crois que c'était Hakim et Général, je n'ai plus son nom, mais c'était chez Los Locos. Et donc, eux, ce sont des Maghrébins. Et ils me laissaient entendre qu'en fait, il fallait un nationalisme international quelque part. Non, c'est pas possible. Parce qu'en fait, moi, dans ma conception de l'identité et de la défense nationaliste française, eh bien, on est exclu après ce qui en serait extérieur ou ce qui veut défendre d'autres pays. Vous comprenez? C'est-à-dire, un Belge qui voudrait par exemple défendre son territoire est exclu d'office d'un nationalisme français. Un Algérien qui voudrait donc faire passer en premier l'idée de défendre la nation algérienne et tout ce qui va avec, donc l'exportation de produits, peut-être même briller à l'international, je ne sais pas, par des entreprises ou par ce que l'on veut, ça voudrait dire qu'en part de marché en France, s'il a la possibilité de consommer un produit algérien ou français, il partirait en priorité sur ce que son cœur porte et en fait sur ce que ses racines avaient. Donc il ne peut pas défendre un nationalisme à l'étranger. Ça n'a pas de sens. Vous voyez, c'est contradictoire. C'est ce que j'essaie de faire comprendre. Mais le socialisme a voulu laisser entendre cela. C'est-à-dire on va déstructurer tout le monde, on va les foutre en dehors de chez eux, on va faire un grand mélange, on leur laissera entendre qu'ils pourront encore se défendre, mais quand ils réaliseront le projet final, il sera trop tard. Et c'est ce qui se passe actuellement. Et cette compréhension, lorsqu'elle se produira, engendrera en fait une névrose et surtout énormément de colère, et ça conduira tous les peuples à un moment précis à vouloir se défendre, mais à l'extérieur de chez lui, donc en communautarisme. Mais en fait, c'est le choc des civilisations de Huntington. Et c'est cette agitation finale qui doit produire normalement une forme de guerre totalement différente d'hier où on mettait des uniformes et on affrontait des pays qui étaient définis au nom d'un moment ou un autre qu'on arrivera à faire soit un empire ou soit à conclure un accord de paix. Ceci s'efface. En fait, c'est-à-dire que ça s'évapore au moment où tout le monde est adversaire de tout le monde, ce qu'on appelle une guerre civile quelque part. En quelque sorte, on peut le voir en France et ailleurs. C'est cette agitation qui joue. Poursuivons la lecture de Baudrillard. Et celle-ci, dans son immense dispositif spectaculaire de mort, n'est que le médium de ce processus de rationalisation terroriste du social. Le meurtre sur lequel va pouvoir s'instaurer la socialité, peu importe son obédience, communiste ou capitaliste. Complicité totale ou division du travail entre deux adversaires qui peuvent même consentir pour cela des sacrifices immenses, à même fin de ravalement et de domestication des rapports sociaux. Paix et guerre, finalement, comme disait Orwell, la guerre c'est la paix. Là aussi, les deux pôles différentiels implosent l'un dans l'autre, ou se recyclent l'un l'autre. Simultanéité des contradictoires, qui est à la fois la parodie et la fin de toute dialectique. Ainsi peut-on passer complètement à côté de la vérité d'une guerre, à savoir qu'elle était finie bien avant de s'achever, qu'il a été mis fin à la guerre au cœur même de la guerre, et qu'elle n'a peut-être jamais commencé. Bien d'autres événements, la crise pétrolière, etc., n'ont jamais commencé, jamais existé, sinon comme péripéties artificielles, abstractes, ersatz et artefacts d'histoire, de catastrophes et de crises destinées à maintenir un investissement historique sous hypnose. Tous les médias et le scénario officiel de l'information ne sont là que pour maintenir l'illusion d'une événementialité, d'une réalité des enjeux, d'une objectivité des faits. Tous les événements sont à lire à revers, où l'on s'aperçoit les communistes au pouvoir en Italie, la redécouverte posthume, rétro, des goulags et les dissidents soviétiques comme celle, presque contemporaine, par une ethnologie moribonde de la différence perdue des sauvages, que toutes ces choses arrivent trop tard, avec une histoire, leur sens longtemps à l'avance, et ne vivent que d'une effervescence artificielle de signes, que tous ces événements se succèdent sans logique, dans une équivalence totale des plus contradictoires, dans une indifférence profonde à leurs conséquences. Mais c'est qu'ils n'en ont plus. Ils s'épuisent dans leur promotion spectaculaire. Tout le film de l'actualité donne ainsi l'impression sinistre de kitsch, de rétro, de porno à la fois. Ceci, sans doute, tout le monde le sait, et personne ne l'accepte au fond. La réalité de la simulation est insupportable, plus cruelle que le théâtre de la cruauté d'Artaud, qui était encore l'essai d'une dramaturgie de la vie, le dernier sursaut d'une idéalité du corps, du sang, de la violence dans un système qui déjà l'emportait, vers une résorption de tous les enjeux sans une trace de sang. Pour nous, le tour est joué. Toute dramaturgie, et même toute écriture réelle de la cruauté a disparu. La simulation est maîtresse.
et nous n'avons plus droit qu'au rétro, à la réhabilitation fantomatique, parodique de tous les référentiels perdus. Tout se déroule encore autour de nous, dans la lumière froide de la dissuasion, y compris Artaud, qui a droit, comme tout le reste, à son revival, à une existence seconde comme référentiel de la cruauté. Merci pour votre écoute. J'espère que cette lecture, accompagnée de développement personnel et d'analyse également que l'on peut retrouver dans d'autres livres, vous amèneront à mieux comprendre le système, le monde qui vous entoure. Merci. N'hésitez pas à liker, à partager. C'est important. La vérité est notre avenir, les valeurs sont ancrées et la victoire nous est déjà assurée. Alléluia. Sachez que le logos est à la base du monde et que le verbe y est donc un assemblage de lettres et l'ADN est un assemblage de lettres, que le nom de vie n'est pas celui forcément que vos parents ont donné ou l'héritage par la cicatrice de l'humanité, ce cordon ombilical qui nous ramène finalement à comprendre que nous ne sommes pas le nombril du monde puisque nous avons des ascendants et ils sont peut-être en commun. On étudiera tout ça prochainement aussi avec les Homo sapiens sapiens, remplaçant l'Homo néandertal, etc. À très bientôt.